Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Pour cet épisode, l'invité spécial d'Éric Morillo est un acteur qui s'est illustré au cinéma, à la télévision, mais aussi au théâtre. Il passe son enfance en Algérie, puis en Amérique du Sud jusqu'à son adolescence. Cela lui permet d'être trilingue et d'avoir une carrière internationale avec des films d'importance comme Moonraker, le James Bond de 1979. La vocation lui est venue au cours Simon, où son professeur lui prédit un avenir au cinéma avant de le renvoyer. Il poursuivra sa formation avec Jean-Laurent Cochet. Il faut dire qu'outre son talent, il est servi par un physique qui marque les esprits, avec une mâchoire carrée et une silhouette de colosse qui lui confère une allure de tueur. Il jouera dans 60 longs métrages au cinéma, 38 téléfilms et 37 pièces de théâtre. Il connaîtra le succès dans tous les registres. Les rôles dramatiques, comme dans L'affaire Dominici et La race des seigneurs, mais aussi le genre policier. Il décroche ses rôles les plus populaires dans les années 90, notamment dans Promotion Canapé, Ripoux contre Ripoux, réalisé par Claude Zidi. Le réalisateur renouvelle d'ailleurs leur collaboration en 1998 en lui confiant un rôle dans Astérix et Obélix contre César. C'est aussi un homme de théâtre et il apprécie ce dernier pour le contact direct avec le public. Il a accompagné les soirées des Français dans des émissions de télé-réalité et de jeux TV. On retiendra bien sûr son arrivée en 1999 à Fort Boyard, dont il prend la suite de Patrice Laffont en l'an 2000 comme maître du fort. Il aura travaillé avec les plus grands réalisateurs, Claude Zidi, Francis Weber, Jean-Marie Poiré, Édouard Molinaro et Georges Lautner. Il aura joué aux côtés des célébrités comme Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil et Michel Serrault. Bref, c'est une figure des arts du spectacle. Cette grande gueule au franc-parler est avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Jean-Pierre Castaldi. Bonsoir Jean-Pierre. Merci. Ça va, allez, ça ne s'arrête pas. Allez. Je crois que vous détenez le record d'applaudissements. Ah, c'est bien, un peu d'humilité. Bon, en tout cas, comment ça s'appelle une hola. Oui, c'est ça, comme dans les stades de foot. Bon, et moi, je vous demande d'un tonnerre d'applaudissements pour le public de Bistro Liberté. Et je pense le meilleur de toutes les émissions que l'on connaisse. Cher Jean-Pierre Castaldi, on est ravis de vous accueillir dans Bistro Liberté. C'est la première fois. Oui, oui. Vous nous connaissez un petit peu? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir? Enfin, je sais, mais bon. J'ai quand même été faire un petit tour sur Internet pour voir les studios. Vous avez hésité, peut-être, non? Non, parce que je lui fais confiance. D'accord. Parce qu'il y en a qui, parfois, vous savez, bon, on est enregistré, on va pas mentir aux gens qui nous regardent, mais dans les conditions du direct, donc il n'y a absolument aucun montage. Donc il y a eu quelques personnes qui, après être venues, parfois peuvent se dire, tiens, si j'avais su, j'aurais pas venu. Vous savez très bien qu'en ce moment, c'est très difficile de parler parce qu'on peut vous faire dire tout et n'importe quoi, et quelquefois tout et son contraire. Donc effectivement, maintenant, chaque mot qu'on est obligé de dire en interview, on est un peu obligé de faire attention à ce qu'on dit. On a reçu Pierre Ménès, il faut faire très attention parce que même sans vraiment faire de montage, le propre évidemment des réseaux sociaux, c'est que, comme vous dites, on sort un extrait parfois de son contexte, mais là on n'y est pour rien. Il y a pire que ça, parce qu'en Belgique, j'ai fait une interview à la RTBF, et j'ai un copain qui est un grand geek, il m'a montré comment, sur une interview, vous faites des choses positives, eux, ils le transforment en négatif. C'est-à-dire qu'une interview, vous avez dit que du bien, on va dire que du mal. On peut faire la même interview. N'importe quoi. Et puis avec l'intelligence artificielle, maintenant... C'est ça dont je parle. Même les blagues belges, ouais. Non, parce que c'est la frite, là. Bon, et juste petite parenthèse, mais ça m'amuse parce qu'on a vu dans l'introduction quelques images. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai revu juste avant de vous accueillir ce soir hier. C'est Raphaël Mézrahi. Et franchement, alors, vous êtes peut-être à être énervé parce qu'il y a quand même de toute votre carrière, on doit vous parler beaucoup de cette séquence. Alors, d'abord, ça ne m'énerve pas parce que ça a été le sketch pendant 3 ans
le plus rediffusé, incroyable. Et c'est rien d'épique. Attendez, le sketch. Enfin, maintenant, j'appelle ça un sketch. Oui, voilà, c'est devenu. Mais vous rassurez-moi, tout était vrai. Hein. Alors, plus que vrai. Parce que j'étais à 2 jours d'une générale au théâtre. J'avais un des plus grands attachés de presse de l'époque qui me dit, qui est aussi l'attaché de presse, Jean-Pierre, on a un access prime time TF1 pour le théâtre. TF1, va faire la promotion. Oui. Et tu vas voir, il y a un journaliste, mais c'est une pointure. Il sait tout de toi et il t'adore. Parce qu'à l'époque, j'avais une image pas aussi médiatique qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que on prenait toujours pour une bête primaire, voilà. Grande gueule, quoi. Grande gueule, quoi. C'est pas vrai. Non. Faut pas me chercher, hein. Bon, d'accord. Et donc. Vous pouvez, hein. Oui, et donc, je dis, mais je suis à 2 jours de ma générale, mais oui, Jean-Pierre, donc on annule. 1 jour de répétition à 2 jours d'une générale au théâtre, pour faire l'interview. Voilà. J'arrive, place de la Madeleine, buffet, un peu de saumon, un petit peu de caviar. C'était crédible. Vodka, aquavit, tout ce que j'aime. Et Mésailles. J'ai pas vu encore. Ah, mais... un garde du corps, les 2 attachés de presse, Jean-Pierre, tu vas voir, il est en train de faire ça. Tu t'étais préparé pour que... Et puis, ça traîne un peu, mais bon, un petit coup, ils ont mis de la vodka. Il faut pour arrêter 3 quarts d'heure, quand même. Ils ont 3 bouteilles de vodka, en fait. Ah oui, donc en plus, il vous faut poireauter. Et de temps en temps, il me dit, attends, regarde. Et puis, il me le montre. Alors, je le vois assis sur sa chaise, là, avec sa houppette, là. Ouais. C'est lui, il me dit, oui, chut, concentré. Voilà. Et donc, ça démarre comme ça. Et là, c'est jusqu'à... Alors, après, ils ont coupé... à un moment donné, maintenant on arrête tout. Quand j'engueule le mais je peux pas savoir. Parce que tout était organisé. L'attaché de presse, le cadreur, comme j'ai fait beaucoup de télévision, il m'avait mis un cadreur que je connaissais, qu'on a... Bon, et donc je connaissais le cadreur, tout ça c'est rassurant. Et je ne savais pas que sa femme, qui était l'assistante du cadreur, c'était sa femme. Et donc quand il engueule le technicien... vous le défendez. Jamais sur un film où on touche un technicien. Donc là, j'ai pété un câble, j'ai enlevé le micro. Alors tout ça a été coupé. Et puis ils m'ont calmé. Et donc ça avait été très loin quand même. Ah oui. Vous étiez prêt à lui en coller une ou quoi, non? Oui, non mais il y a une caméra quand même. Oui, mais là tu te retiens, il y a une caméra. Je suis prévenu. Et donc, oui, mais là j'ai les cheveux blancs. À l'époque, j'avais pas les cheveux blancs. Hein. Là, je plaisantais moi à l'époque. Fallait pas me chercher trop longtemps. Je dis, bon, alors, recommence. Très beau, Jean. Et je dis à l'attaché de presse, alors t'es gentil. Dis-lui de me poser des questions à laquelle je puisse répondre et que ça soit pas... Et ça, il redémarre et ça recommence, quoi. Et à la fin, donc ça s'est fini comment? À la fin, ils m'ont dit, c'est une surprise, enfin, c'est un truc. Voilà, et puis, bon, je ne savais pas qu'ils en avaient tourné 150, et c'est Patrick qui m'appelle, qui me dit, Jean-Pierre, je les ai tous vus. Des 150, c'est toi le plus drôle. Je te veux pour la première d'une émission qui s'appelait Ozon, sauf que je ne pouvais pas être à l'émission parce que j'étais au théâtre. Et donc j'ai fait la deuxième. Patrick, c'était Patrick Sébastien, non? Ozon, non, c'était... Non, c'est Patrick... Oui, Sébastien. Patrick Sébastien qu'on a reçu ici, c'est pour ça. Mais il y en a eu que 2. La première et la deuxième où j'ai été, qui était la dernière. Il a été rediffusé, il a été diffusé là. Incroyable. Bon, en tout cas, c'est une belle anecdote. Alors, il y a une tradition quand même, avant de commencer cette émission, c'est de présenter les sociétaires d'un soir, donc ils vont nous accompagner pour... Ah, c'est les sociétaire. Oui, ce qu'on appelle les sociétaires d'un soir. Tout d'abord, galanterie oblige. Mon tonnerre d'applaudissements pour Béatrice Rosen. Ravi de te retrouver, ma chère Béatrice, ton actualité? Ravie d'être là. Écoutez, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, Béatrice Rosen Officielle, mon podcast La vie en Rosen, et voilà. Et tu connaissais Jean-Pierre ou pas? Absolument. J'ai travaillé avec Benjamin, son fils, sur TPMP, et puis je le connaissais en tant qu'acteur. Franchement, c'est une des personnes les plus populaires du pays. Tout le monde connaît Jean-Pierre Castaldi. En taux de notoriété, c'est un truc. Au niveau de notoriété, ouais, c'est très... Donc voilà. J'aime bien la popularité, j'assume totalement d'être populaire. C'est ça. Ça me suffit. Mais c'est bien d'être populaire, c'est bien d'être aimé et d'être populaire, que tout le monde sache... Parce qu'on a un petit peu oublié que si on existe, c'est grâce au public. C'est eux qui nous font exister.
Alors, oui. Quand j'arrive dans un théâtre, la première chose que je demande, c'est combien ils sont dans la salle, parce que mon principal partenaire, quand je joue, il y a mon partenaire, c'est eux. Et plus ils sont bons, meilleur je suis. Magnifique. À vos côtés, ma chère Béatrice. Alors, écoutez, je suis ravi de l'accueillir parce que j'ai débuté à mon petit niveau aussi avec lui. Il s'appelle Didier Audebert. Il est journaliste. C'était hier, bien sûr. Nous sommes encore très jeunes. Tu as sorti récemment un livre aux éditions Très Daniel qui s'appelle Quotient d'utilité. Utilité, oui, tout à fait. Pour essayer d'encourager les gens à devenir plus utiles pour eux-mêmes et pour la société. Et donc, c'est un long chemin. On va le mettre en illustration. Voilà, c'est vraiment une longue sociétaire, mais pas de la comédie française. Hein. Voilà, et tu connais bien Jean-Pierre, puisque c'est grâce à toi. On a des heures de vol aussi, là. Qu'est-ce que tu dis? On a des heures de vol aussi. Tu m'étonnes. Bon, ça, je vous laisse votre vie privée. On est arrivés ensemble. Je ne regarde que vous. On est arrivés ensemble et je peux certifier que sa popularité n'est pas feinte. Ouais. Parce que dans la rue, tout le monde se retourne un petit peu. J'ai l'impression d'être Adriana Carambeu, quoi. Voilà. Ah, c'est le centurion d'Astérix aussi. Enfin, dans Astérix, voilà. Bon, allez, on est ravis en tout cas, cher Didier, de t'accueillir. Merci d'être avec nous. À nos côtés également, alors, c'est un réalisateur de cinéma. En plus, il est lui aussi, alors, un petit peu en marge, on va dire, du système, parce qu'il a ouvert sa gueule et depuis, je pense que le CNC finance un peu moins ses longs métrages, pour ne pas dire pas du tout. Il est en train de travailler sur un nouveau long métrage qui s'appelle Jupiter 2, m'a-t-on dit, avec un certain, je sais pas, une parodie un petit peu d'Emmanuel Macron, je sais pas. C'est Laurent Firode. Ah oui, toi aussi tu es là-dessus, tu vas être d'accord avec Jean-Pierre, c'est le public avant tout. Uniquement le public. Et sur les réseaux sociaux, chacun de tes sketchs, c'est plus d'1 million par sketch, c'est colossal. Et paradoxalement, on te voit pas tellement dans les médias mainstream, chez Léa Salamé, non, c'est étonnant. Hein En ce moment. Non, c'est vrai. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Ouais, je me pose la question aujourd'hui, c'est vrai ça? Bon, en tout cas, on est ravis. Est-ce que ça vaut la peine de se poser la question? Exactement, ouais. Bon, on est ravis de t'accueillir. Et puis, dernier de la liste ce soir des sociétaires d'un soir, on est ravis de le retrouver. Grande gueule, ça il l'est définitivement, c'est Charbel. Alors Charbel, on est ravis de t'accueillir et tu as tout de suite répondu présent, tu tenais à être là, même Ah si oui, parce que moi, M. Castaldi, c'est quand même un monument du cinéma français. Alors Charbel est d'origine libanaise, on peut le dire, était militaire et depuis, bon, il ouvre un peu, il a une vie... Agent immobilier, accessoirement. Voilà. Depuis 23 ans, ouais. Et donc tu tenais à être là ce soir. Ah ouais, parce que bon, j'adore ses films et j'adore sa personnalité surtout. Voilà. Sa personnalité, ouais. J'aime bien quand c'est punchy, moi. Alors, chers amis, avant de commencer, vous connaissez aussi la tradition. On va évidemment parler beaucoup, justement, de théâtre, de cinéma, de public. Mais on commence par des thèmes d'actualité, si vous le voulez bien. Et je vous demande aussi, me dit-on, il a raison dans l'oreillette, j'ai oublié, oh là là, au crime, de présenter celui qui va nous dessiner, nous faire notre portrait en permanence pendant l'émission. C'est Ignace, le dessinateur de Bistro Liberté. Salut Ignace. Donc tenez-vous à carreau parce que lui, c'est pas par les mots, mais il a le stylo facile. Donc, si vous le voulez bien, juste petite parenthèse, on va juste aborder 2-3 sujets d'actualité. Alors, des sujets, pour ne pas dire graves, très graves. Le premier, c'est bien sûr le décès de Quentin à Lyon. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et violence volontaire aggravée. Le jeune homme de 23 ans est donc décédé en marge d'un rassemblement du collectif Némésis aux abords d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po. Parmi les suspects, on retrouve des membres de la Jeune Garde, un groupe d'ultra-gauche dont faisait partie le député Raphaël Arnaud. Il y a eu hier 1 minute de silence à l'Assemblée nationale, donc en mémoire de ce jeune homme de 23 ans. Une réaction, Jean-Pierre Castaldi, vous avez évidemment suivi ce qui s'est passé ce week-end. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots devant tant de lâcheté. Il n'y a pas de mots. C'est une horreur. J'ai regardé les images, je ne le croyais pas. Qu'on puisse taper quelqu'un comme ça au sol, à coups de pied dans la tête, c'est à gerber, voilà. Ces gens sont à gerber. Charbel. Tu veux vraiment que je te dise ce que je pense? J'en ai parlé, d'ailleurs j'en ai même parlé tout à l'heure en voiture pendant que je roulais. Quand je vois l'attitude, 1, de la République, 2... Qu'est-ce que tu veux dire par l'attitude de la République? L'attitude de la République. Il y a des mecs qui sont connus. Tout le monde sait qui a fait ça.
On a l'impression qu'on assiste à un nouveau Crépol. On en a marre, à chaque fois, on est là, on met des bougies, on s'indigne des hommages. Là, j'ai l'impression, enfin, je dis ça malheureusement aussi à chaque fois, qu'on a dépassé un stade dans la violence et que il y aura un avant et un après peut-être là, non? Il y a des cliquets qui sont franchis. On est vraiment dans une période d'intolérance extrême. Et on voit, comme disait Charbel, à quel point l'État ne remplit plus le contrat social de protection. On doit pouvoir... C'est dans la Constitution, on doit pouvoir donner une expression libre. Les mots, l'extrême gauche, elle vous fait peur là ou pas? L'extrême gauche, elle me fait peur, mais c'est tout qui me fait peur. C'est l'extrême gauche qui fait ça, c'est ensuite l'État qui ne procède pas à des arrestations alors qu'on a des images, on sait qui c'est, on a les images, ça fait déjà plusieurs jours que ça s'est passé, personne n'est arrêté. Dans l'espace réel, on est en insécurité totale partout, tout le temps, et ils veulent fliquer, ils concentrent toute leur attention sur le virtuel. Ils veulent fliquer le virtuel en permanence et dans le réel, ils ne font rien. C'est effrayant. On marche sur la tête. C'est qui, pour toi? Pour moi, je vais vous dire, je pense que tout ce qui se dit antifasciste utilise aujourd'hui des méthodes fascistes. Donc, c'est l'extrême gauche. Mais pour moi, les lois macronistes s'inspirent aussi de Juste une phrase, de choses fascistes. Très vite. Pierre-Guillaume Mercadal, un paysan, éleveur de cochons laineux dans le sud, à Montjoie, a été traduit devant la 17e correctionnelle, j'étais au procès, c'était lundi, devant la 17e correctionnelle à Paris, parce qu'il a osé dire qu'un journal de là-bas était collabo, un journal de collabo. On a passé 2 heures, 2 heures et demie, ils ont ramené un historien, mais imaginez combien ça coûte à la République. Ramener un historien pour essayer de nous démontrer que le journal n'était pas un collabo et que Bousquet, c'était un saint en fait. C'est ça qu'on a fait, on dépense de l'argent là-dessus. Alors qu'il y a des mecs qui meurent dans la rue et on en a strictement rien à foutre. C'est ça le problème. Et ça met une rage pas possible. Jean-Pierre? J'ai bien peur que cette histoire, parce qu'elle est exemplaire, parce que la victime est exemplaire, parce que dans celui-là, il n'y a rien à lui reprocher. Et je pense que là, moi je suis en province tout le temps, là. En tournée, je fais une tournée. Voilà. La France profonde. Je n'ai jamais vu les Français aussi silencieux. Mais quand ils vont se réveiller... Mais j'ai bien peur que depuis 2-3 ans, là, ils en encaissent beaucoup. Et j'ai bien peur que là, au prochain rendez-vous qu'il y a, on risque d'avoir des surprises parce que les Français, ils sont râleurs, mais quand ils râlent pas, ils sont beaucoup plus dangereux. Et moi, je serai là au pouvoir, je me méfierai de ce qui va leur tomber sur la gueule. Bah oui, l'esprit gaulois, à un moment donné, avec ou sans potion magique, ça ressort toujours. On peut dire que c'est une des choses les plus inquiétantes aussi, mis à part ce qui s'est passé, ce qui est horrible, c'est que j'entendais tout à l'heure une étudiante qui était interviewée, qui disait que les cours sont tellement pollués tous les jours qu'elle ne peut avoir que maximum 2 heures de cours par jour, tellement tous les cours sont pollués par des âgés. C'est ça qui est intolérable. On en est là. Les universités sont gangrénées, c'est ça? Voilà, on en est là c'est pas l'université. L'éducation en France. Là, c'est Sciences Po, c'est pas du tout la même, c'est pas la même chose. En plus. Laurent, c'est vrai que c'est devenu Rima Hassan à Sciences Po, Lyon, et puis... Je trouve que ce que vient de dire Béatrice est totalement juste, c'est-à-dire que le gouvernement s'attache qu'aux choses virtuelles et a totalement mis de côté le réel. On ne veut plus voir le réel. Et je pense que c'est vraiment épouvantable. Le réel est devenu maintenant quelque chose de... Le réel est nazi, en fait. Donc on ne veut plus en parler. On est dans un monde de fous. Ah oui, on a commencé par censurer les mots, on ne peut plus dire les mots n'ont plus le même sens. Et maintenant, on va censurer les images, parce que voir un type se faire tabasser comme ça, c'est que des images. C'est pas grave, c'est des images. Alors que c'est à gerber. Et c'est vrai qu'en plus, pour revenir quand même à ce mot qu'on ressort, je crois même que Jean Dujardin, vous savez, il y a eu cet épisode où il était avec le béret, la baguette, il avait été taxé de tous les mots. Vous êtes fier d'être français, vous êtes comme l'incarnation de ce... Alors, moi, je voyage tout le temps quand je prends le TGV et que je vois
qu'on sort de Paris, c'est-à-dire qu'on fait 20, 30, 40 kilomètres et que tout d'un coup, les champs, ils sont labourés, les bords des routes sont taillés, les arbres sont taillés, la France, elle est propre, les villages sont propres, les paysans, ils se lèvent à 4, 5 heures du matin pour leur bétail. Quand il y en a un qui meurt, c'est comme s'il perdait un enfant. Moi, je suis ému. Quand je vois les gens qui viennent travailler. La France, si demain, si les bénévoles faisaient la grève, la France, elle s'arrête. Bah oui, mais 60% de la province vit grâce voilà, on nous parle de pollution, de bagnoles électriques, de trucs. Et en province, ils n'ont pas de métro, ils n'ont pas de bus. On prend des trains dans des gares qui sont nowhere. T'arrives des déserts, j'existe. Et t'as des gens qui prennent leur voiture pour emmener les petits vieux, pour distribuer du pain, Regardez ce qui se passe avec les inondations. Les gens qui vont aider les autres, leur apporter à manger. Solidarité incroyable. La France, c'est un pays généreux et on nous ramène on nous parle que de la racaille. Est-ce que je peux juste dire que précisément, ce que Jean-Pierre vient de dire, c'est la différence entre quelqu'un comme Jean-Pierre, comme Patrick Sébastien, des gens qui connaissent, qui ont sillonné la France, qui connaissent la France, qui aiment la France, qui aiment les Français. Et on a au sommet de l'État des gens qui ne connaissent pas leur propre pays, qui ne connaissent pas leur propre population, qui n'aiment pas leur propre population. Et on meurt de ça. Moi, je vais plus loin. J'aimerais demander à Jean-Pierre, à Laurent, parce que ils sont où les artistes, là? Tous les comédiens, là? On les entend pas, là, sur Quentin? Alors, comment vous expliquez ça? Comment j'explique ça? Parce que vous parlez des comédiens ou des artistes. Les grandes gueules, bah voyez, il y a plus de vous, il y en a que... les Bébel, les Delon, ils sont plus là. Nous, quand on était les Bébel et le Delon, on était 35 000. Aujourd'hui, on est 90 000. Ouais, mais les grandes gueules comme Delon, vous, mais ils en veulent Lino pas. Ventura, il n'y en a plus un seul. On a tous été censurés. Ouais, et puis ils n'osent pas parler, pourquoi? Pourquoi ils ne parlent pas, là, avec Quentin? Parce que vous ne travaillez plus. C'est simple. Vous êtes taxé d'extrémiste de droite si vous ouvrez votre gueule, là, sur Quentin? Ouais, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous, j'ai 81 ans. Non, mais voilà, mais pourquoi les jeunes, là, les stars d'aujourd'hui... Il n'y a pas de stars, d'abord. Ne parlez pas de stars, c'est pas des stars. Les stars, c'est autre chose. Il y a quelques vedettes. Il y a quelques vedettes d'Internet, il y a quelques vedettes de trucs, il y a quelques vedettes... Ah, Omar Sy, je l'entends pas, par exemple, vous voyez... Il est à Los Angeles. Il est à Los Angeles, peut-être, je sais pas... Tiens, mais comme par hasard, il est à Los Angeles. Ouais. Il n'est pas en France. Pourquoi il n'est pas en France? Posez-vous la question. Pourquoi il n'est pas en France? Personne... Bon, Noah était grand champion, il payait ses impôts en Suisse. Alors pourquoi? Alors d'abord, parce que pendant un moment, on a trop taxé les artistes, on a trop taxé l'argent. Et puis après, si on a fabriqué des vedettes qui ne sont pas des vedettes, moi je ne peux pas comparer Belmondo ou Lino Ventura à certains acteurs d'aujourd'hui. Je ne peux pas faire le parallèle. Ils ne font pas le même métier. Alors de qui on parle comme artiste? 2100 spectacles à Avignon. 2100 spectacles à Avignon. Oh non, pas 1200 spectacles à Avignon. Avec un minimum de 2, 3, 4 acteurs par spectacle. Ça fait combien rien qu'à Avignon, ça fait combien de chômeurs potentiels à 90%? Tous. Mais quand vous dites, non mais c'est intéressant, quand vous dites ils ne travailleraient plus, moi j'aimerais savoir qui détient les clés du système là? Ça veut dire quoi? Ils travailleraient plus? C'est les agents? C'est les acédiques. Et c'est les wokis, c'est quoi? Non, c'est les acédiques. Vous supprimez les acédiques, il y a 70%. Non mais là, quel risque prendrait un acteur, je sais pas, comme Guillaume Canet au hasard, comme Gilles Lelouch, là, s'ils ouvraient leur gueule là pour dire que c'est scandaleux ce qui s'est passé avec l'extrême gauche, avec tous ces gens de la jeune garde, Raphaël Arnaud, là, ils savent faire des tribunes pour contrer Charles Aloncle. Parce que si vous êtes ça, mais pour Quentin, là, il y a personne. Non mais c'est pas ça, c'est que si vous n'êtes pas de gauche dans ce métier, vous ne travaillez pas. Voilà. Oui, mais on peut être de gauche et quand même déplorer qu'un jeune se fasse lyncher littéralement en France en 2026. C'est fou. Il a raison. Ferme ta gueule, point barre. Non, mais je pense aussi qu'il y a des artistes qui ne veulent pas prendre position, parce qu'on prenne position à droite, à gauche, au milieu, au centre, de toute façon. À gauche, ils prennent position. Et depuis qu'il y a les réseaux sociaux... L'affaire Naël, ils prenaient position. Non, mais t'as raison. Mais quels artistes? Beaucoup moins. C'est toujours la même histoire. Il y en a beaucoup qui sont pris des On va parler des footballeurs aussi, c'est vrai. Ah mais les footballeurs, c'est pas des artistes. Non, mais là, je parlais, bien sûr. Ouais, certains artistes, quand il y a certains artistes qui montent au créneau, j'ai dit... Non, parce qu'ils savent faire des tribunes, les artistes. Hein, oui, quand ils disent pour les logements, tu leur dis, mais t'as qu'à les prendre chez toi. Là, on l'entend pas, Josiane Balesco, par exemple, hein, au hasard. Emmanuel Béard, on l'entend pas. Oui, mais enfin, Emmanuel... Bruno Solo non plus. C'est vrai.
Bon, alors il y a... L'engagement politique des artistes de l'époque de Signoret, Montand... Non mais c'est intéressant ce que vous avez dit, vous dites ils sont tous de gauche. Aujourd'hui, si on n'est pas de gauche, on n'a pas de boulot dans le milieu, si on veut être comédien. Être de gauche, ça veut dire... vous savez, moi j'ai 81 ans, j'étais comme tous les jeunes. Vous savez ce que disait Churchill? Si à 20 ans, t'es pas de gauche, c'est que t'as pas de cœur. Si à 60 ans, t'es encore de gauche, c'est que t'as rien compris. Pas moi, c'est Churchill. Moi, j'étais rocardien. PSU, la gauche, des grands intellectuels, on avait des références, on avait Sartre, on avait Simone de Beauvoir, on avait des intellectuels, on avait des philosophes, on savait lire, on savait écrire, on faisait pas de faute d'orthographe. Quand un professeur rentrait, on se levait en silence. On répondait à un professeur en classe, 4 heures de colle, on discutait 8 heures de colle. Tu rentrais chez toi, tu disais à ton père, il m'a collé, tu prenais une baffe parce que je t'ai fait coller. Ah mais c'est vrai, on a connu ça au Liban. On a inversé... Il te collait aussi au mur. On a inversé le processus. Moi, j'ai 2 fils, à 25 ans et 30 ans, ils m'ont dit, papa, merci d'avoir été un père strict. J'ai aimé comme un fou mes fils. Plus que moi. Mais il y a des choses qu'ils ne devaient pas faire, il y a des lois à respecter, il y a des codes à respecter. Moi, je suis reconnu, si un flic me dit, monsieur Castaldi, j'ai pas montré mes papiers, j'ai mes papiers sur moi, mon permis de conduire, mon assurance, et je donne mes papiers et je ferme ma gueule. Je sais très bien que j'étais à 140 au lieu de 130, hein, alors bon. Après, on discute. Non, il n'y a plus aucune autorité, il n'y a plus aucun respect de rien. Même pas du père, et encore pire pour moi, de la mère. Parce que nous, hommes, hein, Phénicie, les latins, la madre, la mère. Alors, si tu as une mère, tu respectes toutes les femmes parce que toutes les femmes sont une mère. Allez, Didier, et on enchaîne. Ouais. Jean-Pierre. C'est simple à la vie, hein. Jean-Pierre, je voulais juste te demander, toi qui as bien connu forcément, parce que c'était ta famille, Yves Montand et Simone Signoret, qu'est-ce que leur a coûté leur engagement politique? Parce qu'à cette époque-là, eux, ils se sont engagés... Yves Montand, c'était plutôt très à gauche. Hein. Bien sûr, communiste. Ça leur a pas Non. coûté. Hein. D'abord, Montand n'était pas communiste, c'est son frère qui était au Parti communiste. Dans la section, le truc, Montand n'a jamais été communiste. Ils étaient ce qu'on appelait à l'époque des sympathisants et ils signaient des pétitions. Ils étaient dans un mouvement intellectuel. Alors, chez Montand et Signoret, il y avait Georges Semprin, grand auteur espagnol qui a été ministre de la Culture en Espagne. Il y avait Régis Debray. Il y avait un grand cinéaste... Alors j'ai un trou là, ça va me revenir, il va me revenir. Donc j'étais entouré d'intellectuels de gauche. Je n'ai jamais entendu autant de gens déglinguer le Parti communiste ou les partis de gauche que chez eux, en discussion interne, jusqu'au point de s'engueuler. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui s'est passé en Russie, ce qui s'est passé en Hongrie, ils en ont parlé entre eux. Quand ils sont rentrés de Russie, ils en ont parlé, ils ont compris. Donc, ils étaient... Alors, n'oubliez pas, il y avait Aragon, il y avait Prévert, il y avait quand même du monde autour. Aujourd'hui, est-ce qu'on a ces intellectuels-là? Est-ce qu'on a ces leaders? Est-ce qu'on a ces directeurs de pensée? On les a plus. On n'a pas de référence. Alors après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec eux, hein. C'est ça, le niveau, quand même, le niveau... le niveau, il est en dessous du niveau de la mer, tu vois. On est en apnée, là. Alors, l'actualité, on sait bien, en tout cas, l'émission, je vois, elle est lancée. Alors, il y a une autre actualité, bien sûr, du moment. Elle est aussi colossale, parce que là, ça atteint, ça prend des proportions considérables. Une affaire presque, oui, qui est mondiale, on peut le dire. L'actualité, c'est l'affaire Epstein. Le parquet de Paris a annoncé, il y a quelques jours, avoir désigné des magistrats afin d'analyser d'éventuelles infractions liées à des Français. L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, est notamment cité dans cette affaire, tout comme sa fille Caroline. Quel regard vous portez sur l'affaire Epstein, Jean-Pierre Castaldi? L'affaire Epstein ou l'affaire... Jack Lang. Jack Lang. Les deux, mon général. Ça n'a rien à voir. Vous l'avez pas côtoyé, Jack Lang, parce qu'il était ministre de la Culture? Alors, je ne fais pas partie de cette classe d'acteurs proches de ce pouvoir-là. Voilà. Et vous en êtes fier? Je suppose que je ne m'intéresse pas et lui ne m'intéresse pas. Mais quel regard, quand même, vous avez sur cet homme-là? Ce que je reproche à Jack Lang, c'est les réformes qu'il a faites sur les acteurs, qui nous a passé de cadre à non-cadre, qui nous a fait perdre beaucoup d'argent en retraite, qui nous a fait perdre les rediffusions pour la défense de la langue française, qui nous a fait perdre plein d'avantages, sans nous expliquer
parce qu'on avait 30, 35 ans, 40 ans, qu'on était en train de... J'allais dire une grossièreté, je me retiens. Mais... En train de se faire quoi? Oui, à froid. D'accord. D'accord. Ça fait mal. Et donc, des réformes qui, sous prétexte de mieux, ont été pires pour nous. Il a ouvert les vannes de beaucoup de choses. Et donc, par contre, il a fait la fête de la musique, tout ça, bon. Mais tout ce qu'on dit de lui aujourd'hui, qui sort, qu'il était radin, qu'il ne payait pas ses notes... C'est incroyable. Non mais, tout le monde le sait depuis 30 ans. C'est clair. Je m'étonne, et on s'étonne que l'on s'étonnard. Je m'étonne qu'on s'étonne. Tout le monde le sait. Comme l'autre avec les bretelles qui fumait ses cigares avec de l'argent. Charras Oui, des caisses noires, trucs. Nous qui avons fréquenté la nuit, enfin moi qui ai vécu la vie nocturne de Paris. Ah, c'était le dernier survivant de la Mitterrandie. Hein. Oui, mais je suis là, il n'y a jamais eu de scandale pour Mitterrand. Rien, non, jamais. Il y avait moins de réseaux sociaux déjà. Oui, enfin, quand il dit qu'il n'avait jamais harcelé Carole Bouquet au téléphone, tout le monde sait, il y avait... Bon, il a dit, vous continuez comme ça, je quitte le plateau. Bon, Vous n'êtes pas dans les Epstein Fields, hein, vous n'y êtes pas, hein, je pense pas. Je n'ai pas tapé votre nom, mais ça m'étonnerait. J'ai sorti beaucoup en boîte de nuit. À l'époque, on a tous vu les mecs du gouvernement sortir des bifetons de 50 Pascal, puis les tours en liquide, parce qu'à l'époque, ils avaient des caisses noires. Alors après, on a supprimé les caisses noires. Donc après, on a fait un reproche à l'autre d'avoir été dans je ne sais plus quelle brasserie. Il y avait un truc qui s'appelait à la mode Piquet. C'était le restaurant de la gauche qui était le plus cher de Paris. C'était des notes astronomiques. Donc c'est pas d'hier que ça existe. Le Père Claude. Hein? Le Père Claude. Oui. Restaurant de Chirac aussi. Ouais. Oui, mais chacun avait le leur. Bon, tous sur Jack Lang rapidement, et puis on va lancer le grand débat. Laurent, Jack Lang, je te sens très indigné. je non l'ai rencontré une seule fois dans le métro. Ah. Il prenait le métro, ligne 1. Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Il est rentré avec son grand manteau. Non, tu parles de Jack Lang. Jack Lang, tout à fait. Et Jack Lang est arrivé, donc il prend le métro. Il prenait le métro à l'époque, là, ça remontait une dizaine d'années. Et il y avait beaucoup de gens dans le métro et tout le monde s'est écarté comme ça pour le regarder. Et les gens ont fait un cercle autour de lui, c'était très curieux. C'était pour une pub, non? Non, c'était vraiment très bizarre. Et donc, Vous êtes suivi par des caméras. c'est-à-dire qu'il a juste pris le métro pour 2 stations, hein, je vous rassure tout de suite. C'était le mercredi, non? Et voilà, et c'était... Bon, celle-là, je te la laisse. C'est une bien belle anecdote. Allez, rapidement. Moi, une fois, mon fils est parti visiter l'Institut du monde arabe avec son lycée et il était en photo avec Jack Lang, il me l'envoie, je lui dis fais gaffe. Et non, mais c'est véridique en plus. Bien sûr, j'ai encore le WhatsApp, hein, je dis fais gaffe, pourrait trébucher. Ou... Non, mais ce qui est dingue, c'est que ce mec. Non, mais ce qui est dingue quand même, c'est que 86 ans, il y a quand même, enfin, on attend, il a 86. Moi, j'ai pris ça comme ça. C'est un mec qui a 86, 87 ans. Allez, c'est le fusible. On va donner un os à ronger à la populace. Le mec, on n'était pas au courant qu'il recevait des millions. Enfin, sa fille recevait des millions, alors que toi, tu reçois 2000 balles sur ton compte, t'as Tracfin, t'as toute la clique sur les côtes, t'as ton montant. Il y a plus de 300, 400 mails avec. Non, mais ouais, non, il le connaît pas. Et puis t'as Mendes France, et comment il s'appelle, l'autre Tartuffe aussi là. Non, il parle du Non, pas Pierre. Je parle de Tristan et Reichstadt et toute la clique qui vient nous expliquer qu'on est des complotistes parce qu'on lit des emails. Non, Jack Lang, il dit qu'il n'y a pas de victimes parce que la justice n'a pas encore condamné. Non, mais c'est parce que les victimes, elles ne sont pas encore annoncées. Mais ce que je veux dire, c'est que ce mec-là, c'est un os à ronger. Hein, parce que quand les 90% autres vont sortir, c'est là qu'on va commencer à rigoler. Pour l'instant, c'est popcorn, binouze et on attend quoi. Allez. Alors, sur Jack Lang, déjà, je voudrais dénoncer le traitement insupportable médiatique autour de l'affaire Epstein-Jack Lang, parce que, évidemment, il savait depuis... Tout le monde savait, comme dit Jean-Pierre, tout le monde savait dans Paris. Moi, ça fait, je sais pas, 15 ans que je sais qu'il ne payait pas chez Noura, qu'il payait pas... Tout le monde le savait. Et l'autre jour, le Figaro, un journaliste arrive et dit aujourd'hui, on sait que... Non, on le sait depuis des années, on sait tout depuis des années, on connaît toutes les rumeurs. Et pourtant, il est encore dans tous les avions, dans les voyages diplomatiques d'Emmanuel Macron à 86 ans. Il est encore directeur de l'Institut du monde arabe. Et il va dans là, ça y est, c'est fini. Enfin, il l'était jusqu'à cette affaire. Et il était dans
tous les voyages diplomatiques. On l'a vu aller au Maroc avec Emmanuel Macron. S'il vous plaît, Jean-Pierre, oui. Et voilà, et l'affaire Epstein, je ne sais pas si on va en parler plus ou pas, c'est un scandale monumental. On n'est effectivement qu'au début, parce qu'il n'y a qu'une toute petite partie qui est sortie, et on n'est qu'au début des révélations qui vont être glauquissimes, et je conseille à tout le monde de vraiment trouver un refuge pour leur santé mentale, parce que le monde est sur le point d'imploser avec les révélations. C'est vrai qu'on avait déjà eu les affaires MeToo. Moi, j'aimerais bien avoir votre regard, Jean-Pierre, et puis toi aussi, Didier, parce que tu as beaucoup côtoyé ce milieu, tu le côtoies encore. Merci. Non, mais je veux dire, c'est ce qu'on découvre là. Par exemple, on sait que l'affaire Epstein, il présentait des femmes, il y avait une sorte de chantage comme ça avec des gens puissants. Dans le milieu au hasard du cinéma, sont des choses qui n'existaient pas avant. Tu penses que ça existe depuis la nuit des temps? Tout le monde sait que... Dans la Rome antique, en un seul mot. Ça tombe bien, c'est un centurion, plus dans Astérix. Le cinéma, d'abord, le tournage d'un film, et on est peut-être d'accord là-dessus, le tournage d'un film, c'est un endroit très sexuel, très érotique, c'est dans la séduction, c'est dans la... voilà, c'est normal qu'une actrice ou qu'un metteur en scène soit quelque part amoureux de son interprète, quelque part l'interprète... Attendez, on va saluer quand même la femme de Laurent Firode. Bonjour. C'est un peu normal qu'une comédienne tombe un peu amoureuse de son chef opérateur. Je veux dire, le métier de cinéma, c'est de la séduction du matin au soir. Vous voulez dire que vous avez séduit beaucoup de vos partenaires ou pas? J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est un lieu où il y a beaucoup de séduction. D'accord. On est dans le Vous êtes resté toujours fidèle, vous? Moi, la tête sur le milieu, j'ai jamais trompé ma femme, voyons. Voyons. Quelle horreur. Non mais, je m'étonne, ça c'est comme on a dit, on ferme les maisons closes. Bon, au lieu qu'elles travaillent proprement, on les a fait travailler dans la rue. Moi, je pense qu'il faudrait les rouvrir, qu'elles soient soignées, qu'elles soient protégées, comme ça se passe à Berlin. Non, mais là, Alors, non, mais... L'hypocrisie. Non, c'est vrai que c'est... Oui, mais alors, moi, je peux vous dire que le MeToo, j'étais actrice, moi, je suis partie aux États-Unis, je vais tout vous dire, c'est la première fois que je le dis publiquement, je suis partie aux États-Unis en 2004 parce que je faisais des téléfilms, etc. Le milieu du cinéma, c'était compliqué pour moi parce que je ne traînais pas dans les boîtes de nuit, je ne prenais pas de cocaïne, je n'étais pas dans un petit cercle, voilà, et à un moment donné, ça m'a gonflé et je suis partie aux États-Unis et bizarrement là-bas c'était beaucoup plus carré qu'en France. Le MeToo en France n'a pas eu lieu. Je vous le dis une bonne fois pour toutes, le MeToo en France n'a pas eu lieu. Alors tout le monde, ça m'a fait rire quand c'est sorti aux États-Unis l'affaire Harvey Weinstein parce que tout le monde ici a dit et allé de sa petite condamnation. Ça n'est pas arrivé. Vous l'avez côtoyé, toi, Harvey Weinstein? Alors, je l'ai rencontré, il m'a fait une proposition, j'ai dit non merci. Il était indécente. Voilà, indécente. Il était étonné que je dise non, puisque beaucoup disaient oui. Et donc... Disons-le, 90% disaient oui. Et voilà, parce que... c'est quoi cette hypocrisie? Voilà, mais Voilà. ça c'est intéressant, parce que vous laissez entendre quoi? Que beaucoup de comédiennes ont couché pour réussir? Je m'étonne qu'on pose la question. Non, mais je suis pas là pour délater. C'est l'hypocrisie. Non, mais voilà. Voilà, c'est tout. Je vous dis, c'est un métier de séduction. On est pour séduire. Vous êtes choisi parce qu'ils vous préfèrent à l'autre. Donc ça commence... Ça commence comme ça. Ça finit autrement, quelquefois. Non, mais Weinstein, c'était pas le roi en même temps. Fallait vraiment être motivé pour une comédienne. Parce qu'il y a encore... non, mais l'affaire Weinstein et l'affaire Epstein... C'est pas les mêmes. C'est pas la même chose. Dans un cas, il y a vraiment de la vue de pouvoir. C'est-à-dire, Epstein, si tu veux le rôle, faut que tu couches. Soyons clairs, voilà. Ça, c'est Weinstein. Ça, c'est Weinstein. Il ne posait même pas la question, d'ailleurs. Non, il dit tu couches. Il ouvrait son peignoir directement. Il était producteur. Et Epstein, Epstein, c'était un système. C'est du trafic humain, c'est du trafic d'armes, c'est du... Maxwell. Si vous lisez les conseils qui sont sortis, c'est un mec qui fait 4 bandes avant. Il y a des mecs qui travaillent pour lui, qui rabattent. Les filles, elles sont briefées. Quand elles arrivent, quand elles arrivent, elles sont briefées. Elles sont payées. On leur offre des trucs, elles sont tarifées à 4 000, 5 000, 10 000 euros le week-end.
On vous dit pas encore tout ça. Vous connaissez bien les tarifs, dis donc. J'ai voyagé, jeune homme. Vous croyez qu'on va encore découvrir plein de choses, ouais. Et là, avant de venir, je vous le dis, j'étais en train de regarder les emails qui sont publics. Il était en bisbille avec beaucoup de scientifiques de très haut niveau. On va découvrir des choses dans l'eugénisme, dans des trucs. Je vous dis. C'est vrai qu'on a vu des trucs on effroyables, est dans des trucs effroyables, Allez. les plus glauques de l'âme humaine. Ça n'est pas le sujet, on va dire, majeur de cette soirée, mais voilà, on ne va pas ne pas en parler. Vous l'avez bien compris, on va parler justement de cinéma. Le cinéma est-il devenu, et du milieu artistique en général, est-il devenu un outil idéologique au service d'une propagande? C'est le sujet du grand débat. On se retrouve tout de suite. Alors que les films subventionnés pullulent, les salles, elles, se vident. Année après année, les comédies populaires, longtemps plébiscitées par les Français, sont reléguées au second plan, au profit d'une industrie culturelle idéologisée, largement perfusée à l'argent public. Face à ce décrochage, un tel mépris des Français interroge. Entre élite hors sol, audiovisuel toujours plus coûteux pour les contribuables et des scénarios ouvertement marqués par une idéologie militante, une question devient inévitable. Le cinéma français est-il devenu un outil idéologique au service d'une propagande wokiste ? Vous l'avez compris, on va parler justement du cinéma français, si on peut encore en parler. Bon, vous, en tout cas, il y a une chose dont je suis à peu près sûr, je pense que vous n'êtes pas wokiste, Jean-Pierre Castaldi, non, je me trompe. Non, moi, je suis dépassé par tout ça. Oui, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Le sujet qui est là, c'est intéressant parce qu'on a un metteur en scène qui est là. Donc lui, il pourra expliquer au public... Il n'est pas wokiste non plus, je crois. Non, mais comment le cinéma français est financé? C'est-à-dire comment on monte un film? C'est-à-dire avec quel argent? Comment on monte un film? Quels sont les organismes français d'État? Parce que ce qu'on oublie, c'est que, par exemple, quand les Américains viennent faire un film en France, en réalité, ils viennent dépenser l'argent qu'ont rapporté leur film en France, qu'ils ne peuvent pas exporter. Donc ils sont obligés de travailler en France, de faire travailler avec l'argent qu'ils ont gagné sur leur film, dans une production américaine, et on met des coproductions françaises. Donc on va sortir les films américains qui n'ont rien à voir avec le système français. Maintenant, on a sur chaque entrée, on prend de l'argent pour le réinvestir dans le cinéma. Donc on a des organismes, par exemple, pour écrire un scénario, on donne tant d'argent, mais comme par hasard, les maisons de production, elles prennent de l'argent, elles travaillent 2 ans sur le film, et puis au bout de 2 ans, non, il n'est pas montable, on a mangé l'argent, et c'est terminé. C'est vrai ou pas ce que je dis? C'est parfaitement vrai. Donc eux, il faut qu'ils aient 7 doigts d'aide, après il faut qu'ils aient des trucs, ils aient les banques, parce que vous ne pouvez pas démarrer un film tant que vous n'avez pas l'argent, le budget du film en entier certifié par une banque, vous ne pouvez pas dire moteur partez. Il faut que vous ayez, sauf la garantie de bonne fin qui peut être ajoutée après. On est d'accord? Tout à fait. J'ai tout résumé? Ah, c'est bien, bravo. Donc, bravo. Quand on dit moteur partez, l'argent est en caisse. Il peut y Ça veut avoir... dire qu'il est déjà, ce que disait Laurent, il est déjà financé avant même d'avoir été... Il est déjà financé. En fait, alors l'argent, les principaux financiers vont donner l'argent plus tard. Mais là, en fait, la production obtient un crédit avec un taux assez important. Mais le producteur, il prend aucun risque finalement. Ah bah non. Presque. Aujourd'hui. Non, Alors qu'à une époque, il mettait Bien sûr, on est sur la table. On est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des montages financiers. C'est que d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de producteurs. Parce qu'ils ne prennent strictement aucun risque. Si le film fait 0 francs... déjà par TF1. Il a pris 30%... Non, il n'a rien mis. Du budget... Oui, mais il prend juste 30% du budget du film. Il a fait travailler son bureau, ses secrétaires, sa boîte de prod, sa voiture, sa truc, ses cigarettes, ses billets d'avion, ses festivals. Mais il ne perd jamais d'argent. Il y a 20 ans, il y a 15 ans à peu près, presque 15 ans. Ça peut être une bouse, le film à l'arrivée. Il n'en a rien à foutre. Il sort, il ne peut pas perdre d'argent, puisqu'il a été financé. Donc finalement, on se fout du public. Finalement, même s'il n'y a pas de sanction positive du public, finalement, le film, il est rentable. Il y a même des films, ils sortent en salle, on les fait passer en salle parce qu'il faut qu'ils aient le label cinéma. On sait qu'ils vont rester 3 jours, parce que les multisalles, elle ne va pas perdre de l'argent pour passer un film qui ne fait pas d'entrée. Donc dès que le film ne marche pas, ils l'enlèvent et ils mettent celui qui marche, et ils font 2 séances de plus avec le film qui marche. Donc ce qui devait, soi-disant,
augmenter le nombre de spectateurs sur différents films, en réalité, ils alimentent les succès. C'est-à-dire que ça fait l'effet inverse qu'on voulait. Bon, alors ça, c'est pour le financement. Qu'est-ce que vous pensez, de manière générale, de l'évolution du cinéma français, sur un plan même éditorial Vous savez, je fais plus de cinéma depuis Astérix, ça fait 20 ans. Comment vous expliquez ça, d'ailleurs? C'est vous qui voulez pas? Non, je veux pas. Non, alors, je vais revenir à tout à l'heure. Je vous ai dit que ce métier est un métier de séduction. J'ai été dans l'air du temps pendant un moment. On m'a choisi moi. J'arrivais à un âge, 60 ans. Je pouvais plus jouer les rôles de 50 ans. Je commence à avoir les cheveux blancs. Vous avez vu, il y a une période, j'étais pour faire un film que j'ai jamais fait, malheureusement. J'ai pris 30 kilos. Et je me suis trimballé ces 30 kilos pendant... donc j'ai un physique différent. J'avais 60 ans, donc je pouvais plus faire les hommes de 50 ans. On ne me voit pas comme un vieux, parce que là, j'ai 81 ans. Je vous assure qu'on me donne pas... On me dit que je me rôle... Bravo, bah, on me dit que je tu fais pas vieux. Je leur dis, mais attendez, maintenant les vieux, c'est pas un mec avec un truc qui marche comme ça. Si, on est encore très jeune. On en est encore à des clichés. Bon. Donc moi, je fais plus de cinéma. Donc... Et si on vous proposait un rôle de nouveau qui vous corresponde, vous intéresse? Alors, avec l'âge, on devient coquette. Je ferais pas n'importe quoi, là. Non, je rêverais qu'on me propose un rôle pour voir si ces 15 dernières années où je suis revenu à l'essentiel de ce métier, c'est-à-dire au théâtre, où tu payes content. Vous êtes sur scène en ce moment? Depuis 20 ans, je ne quitte pas. Tous les ans, je joue. La pièce que vous jouez, c'est un Feydeau aujourd'hui? Je joue un Feydeau, ce qui est... Ça s'appelle Monsieur Chasse. Les Feydeaux, c'est l'exigence, c'est le rythme, c'est la rigueur, le texte. Bon. Et c'est la tournée, vous allez dans toutes les villes de... C'est pour ça que je suis en France, que je vois les gens. Bon. Et donc là, je voudrais me retrouver devant la caméra parce que... elle m'a abandonné, mais je pourrais la reséduire. Mais on se souvient, pardon, c'est intéressant parce que moi je me souviens, vous vous souvenez tous de ce témoignage qui était bouleversant d'Annie Girardot, c'était lors des Césars, je crois. Oui, pareil, César. Il disait voilà, que c'est terrible pour un comédien de ne plus être appelé, surtout pour une femme, où la beauté... Elle, c'est encore pire que tout parce que ça a été vraiment la numéro 1. De très très loin la numéro 1, ruinée par les impôts. Ah oui, alors... Ah oui, ruinée par les impôts. C'est vrai que vous aussi, vous avez dit, alors attendez, je vous cite, le cinéma m'a rendu pauvre. Ah, tout de même. Ah si, j'ai lu ça. Ah bah, tout de même, 10 ans après, alors. Quelque chose que vous diriez de nouveau, pas non, vous êtes devenu riche. Qu'est-ce qu'elle dit, Bon, écoutez... Qu'est-ce qu'elle a transformé ce que j'ai dit? Intelligence artificielle. En tout cas, oui, vous faites rare aussi dans les médias. D'ailleurs, on est très fiers de vous avoir. C'est un choix, ça aussi ou... Non, parce que comme on ne promotionne que les trucs qui sont dans l'air du temps, on ne promotionne que les gens qui sont dans l'espèce de ronron. Vous n'avez pas remarqué qu'ils se cooptent entre eux? Alors, on se reçoit celui-là, donc on le reçoit là. Donc, si on l'a reçu là, on va le recevoir là. Et vous voyez toujours les mêmes. C'est de l'autopromo et ils invitent les gens de la chaîne qui font des émissions sur la chaîne, qui font ensuite des films qui seront dans les émissions de la chaîne et ça tourne en boucle. Parce que comme ils sont coproducteurs, ils vont pas vous dire que le truc qu'ils ont produit est mauvais. C'est vrai qu'on ne vous voit pas invité par Yann Barthès, par exemple, dans Quotidien, Yann Barthès, sur TF1. Il serait mal à l'aise. Vous savez pourquoi? De mon regard sur lui. Alors c'est quoi le regard que vous avez sur lui? La façon que j'aurais de le regarder. Vas-y, Parce que tout le monde à qui il appartient, je le connais par cœur, puisque j'ai été le gendre de Jean, de son monde à lui. Ben oui, je les connais par cœur, tous ces mecs-là. J'ai 81 ans, en 68. Qu'est-ce que tu crois que j'étais? J'étais où? Les babacools, tout ça. Hein, on va aller fumer le pétard, faire élever des vaches dans le Massif central et faire de la bougie. Et ça, c'est Yann Barthès pour vous aujourd'hui? C'est les descendants. C'est pas vraiment babacool, Yann Barthès. Enfin, si, oui, on peut. Ouais, il la joue, oui, c'est vrai, ouais, il la joue. Gauche caviar, quoi, c'est ça que vous diriez? Non, je gauche pétard, non? Mais en tout cas, voilà, donc il vous invite pas, de toute façon, pour vous demander votre avis, parce que comme tout le monde est interrogé pour donner son avis sur tout, c'est quand même marrant que des acteurs populaires, des comédiens comme Je vais vous avouer que quand vous m'avez invité, je savais qu'il y avait des sujets qui étaient très délicats. J'ai dit à mes meilleurs amis avec qui j'étais tout à l'heure, j'ai dit, je suis embêté parce que je sais qu'il y a 80% de ce que je pense que je ne vais pas pouvoir dire, parce que si je le dis, le peu qui me reste dans ce métier, on va me l'enlever. Courage à vous, Laurent. C'est vous
parce que j'ai l'impression, et là c'est un comédien qui le dit, que c'est un peu, quand on s'est connus il y a peu de temps, c'était il y a 1 an et demi, un peu plus, tu m'as tenu exactement les mêmes propos. C'est-à-dire que toi, t'as décidé, toi, t'as franchi le Rubicon, mais tu peux plus faire marche en arrière, quoi. Marche arrière, tu peux plus revenir dans le système. Non. Si demain tu vas demander au CNC de l'avance sur recette, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais un financement, non, mais tu me dis j'essaye même pas. Non, c'est même pas la peine. Enfin, Est-ce que t'es absurde. tricard dans le métier parce que Oui, pour voilà. les commissions, tout ça, ils te financeraient plus? En plus, évidemment, et après, quand tu veux défendre un projet au CNC, parce qu'on parle toujours du CNC. D'ailleurs, Il y a un côté babacool, Laurent Fignon. Excuse-moi de vous déranger. J'étais en train de fumer mon petit pet, là. J'ai trouvé le nom. Allez. Chris Marker. Chris Marker. Chris Marker. Chris Marker. Bien sûr, grand, évidemment. Grand, c'est vrai, tu as raison. Qui a fait le meilleur film sur Yves Montand, qui s'appelle La solitude d'un chanteur de fond. Ah, j'ai pas vu. Ah, il faut que tu vois ça. Il faut absolument envoyer ça. Ouais. Tout le monde parle de Montand. Vous regardez ce film, je vous certifie qu'à 90%, c'est le meilleur résumé de tous les paradoxes de Montand. D'accord. Intéressant. Chanteur qui ne connaît pas une note de musique, sa mauvaise foi, tout. Il y a tout dedans. D'accord. Tout. Et Laurent, donc, aujourd'hui, je disais, comme Jean-Pierre, c'est peut-être parce que tu as atteint une maturité, mais tu n'en as plus rien à foutre. Mais si tu avais 30 ans, aujourd'hui, tu peux pas faire le virage que tu fais. Ah, Sinon, non, tu te grilles d'ailleurs, à vie, moi, quoi. je connais beaucoup de copains réels qui sont un peu plus jeunes que moi et qui me disent toujours, oui, je ferai comme toi quand j'aurai ton âge. Pourquoi je suis si vieux que ça, merde alors. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire un premier film que de faire un deuxième ou troisième film. Le premier est plus facile. C'est-à-dire que vous avez plus d'aide en étant lumpen, inconnu. Absolument. Que d'avoir pseudo-inconnu. Hein, non, mais après, il y a les relations, il y a les relations, la famille. La famille. La famille, surtout. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous. Excuse-moi, hein, mais quand j'étais sur TPMP et que j'ai ouvert ma bouche pendant la période Covid, j'ai dit, attendez, il se passe des choses pas normales. C'est pas normal ce qu'on vit là, ce qu'on nous fait. Et rien que de dire ça, j'ai eu tellement de messages de gens de notre métier en privé qui me disaient allez-y, vas-y, continue. Ouais, mais ça, c'est en loose day. Mais ils n'assumaient pas parce qu'ils avaient peur. On a été à des manifestations avec des réalisateurs. Ils venaient avec des bonnets, des lunettes de soleil pour pas qu'on les voie s'il y avait. Ils étaient filmés. Quel courage. Si je continue aujourd'hui à travailler, c'est pas grâce aux gens de métier. C'est parce que quand je vais dans des théâtres de 600 places, je fais 600 spectateurs. Quand il y en a 300, j'en fais 300. Tant que j'aurai du monde dans la salle, ce serait inattaquable. Et quand je dis, je commence par le respect des spectateurs, c'est parce que c'est grâce à eux qu'on existe. Alors, pour revenir au cinéma, et sur le problème des films de cinéma, le problème, c'est pas tant le contenu ou ce qu'ils racontent. Le cinéma français, il meurt ou pas? Non, forcément, les films qu'on leur propose ne les intéressent pas. Parce que le film, il n'a pas été fait pour les intéresser, il a été fait pour se faire plaisir, à soi. Si on regarde le nombril. C'est comme Delphine Ernotte qui avait dit environ tous ces animateurs qu'il fallait faire la télé non pas telle que le monde est, mais telle qu'on le rêve. Alors, ils font un cinéma qui les intéresse, eux, ils sont très contents entre eux, mais monsieur tout le monde, il dit oui, mais moi, le cinéma, j'ai allé au cinéma pour rêver. Et tu vas au cinéma, tu rêves plus là, maintenant t'es dans la fange, t'es dans la déprime totale. Moi, quand j'allais au cinéma, quand j'allais voir sous les plus grands chapiteaux du monde, j'allais voir Trapèze, je rêvais, ça me faisait rêver. Là, je vais voir un film, je rêve pas, hein. Oh là là, je fais des cauchemars. Alors, justement, je voulais, à ton avis, pourquoi il n'y a pas de comédie populaire comme il y avait avant? C'est très difficile. Il n'y a pas de César du film populaire. Si, ils ont rectifié le tir. Ah, quand même. Et même, comment il s'appelle l'acteur... Danny Boone? Non, pas Danny Boone. Franck Dubosc, il est nommé au César, donc ça arrive un jour ou l'autre. Parce que le plus doué de la génération, c'est Clavier. Bon. Tu sais très bien que Clavier, ils l'ont flingué parce qu'ils ne pensent pas comme tout le monde. Voilà. Ah, il était même sarkozyste. Hein. Oui, un peu sarkozyste, tout ça. Donc ils ont essayé, ils ont fait. Bon, on l'a fermé, on l'a empêché de faire des films. C'est pas grave, il s'est remis au travail et il a fait le truc de la famille des mariages et il a recartonné et il a rebondi. Ce qu'on a fait au bon Dieu aussi. Qu'est-ce qu'on a? Oui, mais attends.
c'est pas forcément mon cinéma idéal, mais quand j'ai vu le film, je me suis quand même, putain, je me suis marré, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, j'aurais bien aimé tourner là-dedans. Voilà. Ça m'aurait amusé de tourner là-dedans. Donc, on a du cinéma populaire, mais c'est très difficile à monter, c'est très difficile à monter parce qu'il faut te battre au départ. Tu sais que tu vas pas avoir la machine derrière toi. Et Clavier, quand il a fait ce film-là, il n'avait pas la machine. Rappelle-toi, la promotion du film, il n'en a pas eu tant que ça. Donc, pour sortir un film, il faut de la publicité, il faut les médias, il faut être invité, comme il dit, mais les places sont chères, puisqu'ils ont leurs petits chouchous à faire passer. C'est un système soviétique, en fait. Il faut plaire d'abord à TF1, à France Télé, de toute façon, à Canal, parce que Canal, en plus, maintenant, c'est Bolloré, donc ça va... Non, mais Bolloré, c'est un des... Quel regard vous avez d'ailleurs là-dessus, sur cette recomposition quand même un petit peu des médias, Bolloré quand même avec CNews dont on parle de plus en plus. Vous regardez un peu la télé encore aujourd'hui ou pas? Oui. Vous regardez Alors, je veux dire, si vous voulez être critique, il faut regarder. Je regarde des fictions et je vais voir les films. Je vote au César. Je me suis tapé un certain nombre de films pour voir. Parce que parler, mais il faut regarder ce qu'ils font avant de critiquer. Et je regarde la télé. Je veux dire, par exemple, FR3 a des très bonnes fictions. Ah, vous dites encore FR3? Oui. Je vois que vous la regardez bien. Oui, Oui, il y a toujours un 3. Il y a toujours un 2, il y a toujours un... Alors bon, voilà, donc je regarde les fictions, je regarde les castings, voir les acteurs, les nouveaux acteurs, ceux qui y mettent sur le marché. Pourquoi c'est celle-là qui tourne ça? Pourquoi c'est celui-là? Pourquoi on prend un karatéka pour faire un rôle dans un film? Pourquoi on prend une champouineuse pour faire un truc? Pourquoi on prend pas un comédien? Pourquoi on prend un truc? J'essaie de comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est intéressant. Vous vous considérez toujours dans le système ou vous êtes en marge un petit peu? Je suis complètement dans le système. Toi qui as voté au César, t'as voté pour qui alors? Alors, je vais vous dire ce que je vais dire à tous les médias. Il se trouve qu'en France, le vote... C'est quand là? C'est bientôt les Césars, non? Ah oui. En France, le vote, il y a ce qu'on appelle un isoloir. Donc, on n'a pas à savoir ce que je vote. Le percepteur, il n'y a que lui et moi. Donc, ce que je gagne... Bon, parlons pas des Césars. Vous votez quoi à la présidentielle de 2027? Si vous avez Le Pen, Mélenchon, vous votez pour qui? Je les flingue les deux. Ah non. Ah bah si, je les flingue les deux. Pourquoi? Vous les mettez sur un pied d'égalité? Qui? Si vous avez Marine Le Pen ou Jordan Bardella face à Jean-Luc Mélenchon, vous allez voter comme ça. Ah bah attendez, ça peut se produire là. C'est pas que ça peut se produire, ça va se produire. Alors, et vous faites quoi alors? Mais je vous dis, ça se réglera à l'isoloir, ça vous regarde pas. D'accord. Alors par rapport au César, il y a quand même un film qui t'a marqué. Si tout le monde faisait comme moi, on en parlerait un peu moins. Parce que c'est là-bas que ça gueule. Est-ce que c'est le boulot aussi d'un... C'est vrai, alors là, je me tire une balle dans le pied. Est-ce que finalement, on en a à foutre de connaître les opinions finalement politiques de tant que ça, de comédiens? Vous ne trouvez pas hallucinant qu'un journaliste... Belmondo, il n'a jamais ouvert sa gueule pour ça. Bébel, il n'avait jamais dit... Vous savez ce qu'il a dit, Bébel? Il a tout résumé à la première grève d'acteurs. Je vais vous la raconter. Il a dit, c'est vrai, je gagne beaucoup d'argent. Un euphémisme. Voilà. Je vais vous donner, je me rappelle parce qu'il a dit 5 francs chacun à l'époque, c'était des francs. 5 francs chacun. Hein? Vous allez être content, vous allez toucher 5 francs. Enfin, c'était une belle somme, c'était un peu plus que ça. Sauf que l'année prochaine, moi, je n'aurai plus d'argent pour faire le film, donc je vais mettre tout le monde au chômage. Bonjour, au revoir. Si Bébel ne gagne pas d'argent, il ne produit pas de film. Parce qu'à l'époque, comment marchait le cinéma? C'est les distributeurs, les propriétaires de salles qui remontaient l'argent pour avoir le film dans leur salle et gagner de l'argent. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des producteurs, plus besoin de faire d'entrée, puisque le financement, ils l'ont eu avant de commencer. Pardon, mais pour revenir, parce que vous n'allez pas m'y échapper, je vois bien où vous voulez m'emmener. Non, tous ces fronts-là, ces cordons sanitaires d'artistes qu'on voit à chaque présidentielle arriver pour dire tout sauf le RN, tout sauf Marine Le Pen, voilà, vous pourriez quand même, quoi que vous alliez voter, ça vous choque ou pas? Est-ce que c'est le boulot d'un comédien de nous dire ce qu'on doit penser? Non. Moi, je suis là pour les faire rire. Voilà. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont tendance à l'oublier. Et autre chose, pour les faire rire, et autre chose, c'est comme, je trouve ça aberrant par rapport à leur éthique qu'un journaliste dise je suis un journaliste de gauche.
Un journaliste, par définition, Il est apolitique. il est apolitique. Il n'y a plus d'éthique. Non. Il peut être de gauche, mais quand il est sur une enquête, il faut qu'il soit objectif. Il ne peut pas pencher à droite ou à gauche. Il faut qu'il reste et respecte les faits, que les faits. Et c'est parce qu'on ne respecte plus les faits, qu'on est tout le temps le cul entre deux chaises. Patrick, c'est les fesses. Comment vous expliquez que les salles, elles se vident? Ça vient de quoi, alors, finalement? Puisqu'elles se vident de plus en plus, les salles de cinéma. Parce que vous ne leur proposez pas ce qu'ils attendent. Quand il y a un bon film, comme par hasard, le bouche à oreille fait que dans les 10 jours... Bon, moi j'ai eu 2 Il y a ans. les tuches. C'est pas le meilleur exemple. Ah oui, non, mais justement. Non, mais les gens, ils ont Ça, allez, je vois Laurent Firode, là. Fan des tuches, toi? J'ai pas vu, en fait, les tuches. Et voilà. Je t'explique, j'avais 2 enfants qui étaient au lycée. J'habitais dans une résidence un peu chicose avec beaucoup de cadres supérieurs. Il suffisait que j'écoute mes 2 enfants, mon fils Giovanni et ma fille Paola, qui étaient au collège, pour savoir quel film allait marcher. J'avais le vote des Césars, le coffret à l'époque, tu vois. J'avais une résidence, bon. J'avais des amis dans cette résidence qui savaient que j'avais des films gratuits, ils pouvaient les voir. À ton avis, combien de films ils venaient prendre dans ma caisse? 5 films. Ah, voilà, Max, ils n'ont jamais pris plus de 5 films. Parce que Déjà à les films l'époque. populaires, il n'y avait pas les bronzés, les soudoués. Si tu vois les sorties de films, il en sort 3-4 par semaine, à certains moments. À 15 balles. C'est ça, hein. Plus que ça. ça, À 15 balles, à 15 euros la place. Ouais, ça. À 2, ça fait 30 euros. Plus le popcorn, ça fait je sais pas combien. Plus en Plus famille, le parking avec la pour famille. garer la bagnole. Quand t'as des enfants. Quand t'as des enfants, combien ça coûte? Pour aller te faire chier pendant 1h30? Est-ce qu'on peut encore sortir un film au cinéma sans céder à la bien-pensance idéologique, d'après toi, Didier? Oui, c'est encore possible. Il y a toujours des gens qui ont la main. Je pense à Danny Boone, je pense à certaines personnes. Ils sont dans Très le bien dans pensant, la- là je vois Laurent qui rigole. Non, Non, mais il y a quand même des gens qui ont la main. Philippe Lachaud, il a quand même la main en ce moment, et donc il peut sortir des films comme Marsipulami. Ouais, mais est-ce que ça rompt vraiment avec la bien-pensance? C'est pas... Ah bah oui, quand il sort Babysitting à l'époque, ça rompt avec la bien-pensance, parce que c'est des films qui n'ont pas d'autre but. Je vois Laurent qui a pas l'air d'accord. C'est le remake d'un film américain, Babysitting. Ah bah peut-être, mais Qui ne rompt pas du tout avec la bien-pensance, qui est juste une comédie pour... une comédie gentillette et Non, familiale. je te dis juste que ces films, a priori, n'ont pas d'autre but que de divertir. Absolument. Et d'ailleurs, bien il sûr, touche mais- bien, quand tu vois qu'il vient de faire je sais pas combien de millions. Et puis je reprends juste que le mois de janvier de cette année a été un des meilleurs mois du cinéma depuis très longtemps. Au niveau des entrées, ça a été juste hallucinant. Donc oui, il y a quand même des gens, mais il a mis combien de temps à avoir le pouvoir, Lachaud. Donc c'était la bande à Fifi sur Canal+ avant, et ça fait et avant il était dans sa chambre à faire des films. Ça fait 20 ans qu'il est il est déjà derrière une caméra, et ça fait quelques années seulement que ça commence à marcher petit à petit. Moi, je pensais plus à des films comme Sacré-Cœur qui se faisaient censurer de toutes les villes où ils étaient. Sur les Vendéens, les là, faits pareil. projetés. Oui, Je vais juste toi, rajouter sur Béatrice. Philippe Lachaud pourquoi ces films ont du succès. C'est parce qu'il ne donne pas de leçons dans ces films. Il n'est pas à contre-courant, Ah oui, mais il ne dans ce donne pas de sens-là, leçons. d'accord, tout à Il fait. divertit, Ça, c'est c'est vrai. pur C'est ce que je t'ai dit. divertissement. Et Ouais, c'est ce que les gens vous voulez veulent. dire, Ils bien veulent sûr. être transportés, les gens. Ils veulent rêver. Il n'y a vont plus au de cinéma stars. pour ça. Donc la bande à Fifi cartonne parce qu'il ne donne pas de leçons. Mais c'est vrai que dans le cinéma français, il n'y a plus de stars. Ça fait plus rêver. C'est qui pour vous, castings, enfin en dehors de c'est vous, bien catastrophe. sûr, mais les gens qui vous... Je suis pas une star, moi, je Non. suis une star et une vedette. Moi, je suis populaire. Je suis un acteur populaire. Ouais. Il paraît que les gens m'aiment bien. Alors, les stars, il n'y en a plus. Ça, je veux dire, aux États-Unis, Brad Pitt, c'est une Il n'y a star. plus de Belmondo, de Il y a plus beaucoup Delon, non plus. de Bardot aujourd'hui. Vous en voyez pas parmi les jeunes qui arrivent, là, il y en a... Non, il y a des très grands comédiens, Gallienne, Pierre Ninet, c'est un remarquable comédien, à qui on fait faire trop de films, à mon avis, parce qu'on est en train de l'user, mais on a des très très grands comédiens. Dujardin a fait des progrès hallucinants, c'est devenu un remarquable comédien. Je sais pas, Daniel Auteuil, c'est un formidable acteur. On a des très très bons comédiens. Alors, c'est des vedettes, oui. Des stars. Et alors, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait ce petit... Je sais pas, Comment on dit un Belmondo, un Delon ou une quand Bardot? ils arrivaient, ça se voyait. Ouais. Quand il arrivait, ça se voyait.
Moi, j'ai vu ma belle-mère, Simone Signoret, au petit déjeuner le matin, quand elle arrivait, c'était une star. Oui. Je sais pas pourquoi c'était une star. Le temps s'arrête. Quand vous arrivez et que vous voyez Brad Pitt, vous faites putain de merde. Oh, le salaud. Qu'est-ce qu'il est beau. Et Depardieu, et lequel t'as beaucoup À parlé. quel regard vous avez sur Depardieu? Alors, Parce que- Depardieu, je ne peux pas en parler parce que... Un je ami l'ai- D'abord, un ami intime. Et je l'ai vu arriver à Paris, il avait 19 ans. Au C'est peut-être la dernière star, en dépit de tout ce qui lui arrive, c'est la dernière star du cinéma français. C'est monstre. c'est un monstre sacré, c'est un immense acteur. C'est un immense acteur. Bon, on adore détruire, vous savez, on adore décapiter les rois, on adore flinguer tout ce qui dépasse, on adore couper les têtes. Mais Gérard, c'est un immense acteur. Voilà. Et on pourra tout lui enlever. Hein. Bah, c'est intéressant, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui... Ah, ce qui lui arrive. lui arrive. J'en pense rien. Je trouve ça, tout ça, c'est pathétique. Laurent? Sur Gérard Depardieu. Ah, là, je vois que tout d'un coup... Sur Gérard Depardieu. Ah là, alors là, on la ramène moins. Alors, je l'ai croisé dans le métro. Non, c'est pas bien, c'est ça. Alors non, étrangement, je l'ai croisé à un carrefour. Oui, parfaitement, oui. Il était en scooter. Oui, et il a failli me rentrer dedans. Ouais. Oui. Dans le carrefour. Il s'est excusé. Je lui ai dit, mais je vous en prie. Et il est reparti. Bon, bonne esquive. C'est incroyable. Bonne esquive. Mais j'ai que des aventures comme ça extraordinaires avec les stars, tu vois, voilà. Tu sais, c'est très difficile. Ah, t'as fait jouer Johnny à l'idée, toi. Tout à fait. C'était quand? C'était... Bah, c'était quand il était en vie. Oui. Déjà, bon, c'est une information importante, je crois. Si on faisait il est mort et paix à son âme, Johnny, si on faisait le flashback de sa vie et de ce qu'il a fait dans sa vie, il y aurait de quoi dire aussi, hein, je veux dire... Versus Depardieu, c'est ça que vous voulez dire? oui, voilà, mais à l'époque... Laurent qui... Non, mais c'était Ah, un autre... Non, mais attends. Non mais c'est intéressant, c'était une star lui aussi. Bah, il était en plus à la fois chanteur et comédien d'ailleurs. On a tendance à l'oublier. tout Donc en classé, effet, à il avait tout fait. classé. Comment ça s'était passé avec Johnny, tiens, toi, Laurent? Ah bah, je suis resté très longtemps avec lui, hein, donc... Ah, vous étiez ensemble? Ensemble, bien sûr, on formait un joli couple. Hein. Donc voilà. C'est quoi, c'est 3-4 mois un film en général quand vous Ah bah là non plus longtemps parce que... Lequel que j'ai fait avec lui Retire la nuit Quartier VIP. Quartier Ah oui, VIP, ah oui, donc non, je venais souvent chez lui pour lui faire répéter Oula, le texte. d'accord. Parce qu'il avait un peu de mal à apprendre le texte. Voilà, donc après, une personne... T'as fait jouer Audrey Tautou aussi, t'avais fait Aussi, oui, moi j'ai côtoyé les stars, pas seulement dans les métros et au carrefour de C'est plus rue. compliqué en effet, tu as dit pour Johnny, mais est-ce que t'es resté en contact avec Audrey Tautou par Non, exemple? moi, tu sais, je fais le film avec des stars, voilà, après, moi, ça m'est indifférent. Et les stars, tu partages la vie de Jean-Pierre. Il n'y a plus de stars aujourd'hui pour toi ou... Non, il y en a beaucoup qui se prennent pour des stars, ça c'est sûr, mais ce ne sont pas des stars. Mais en fait, c'est pas vraiment à cause d'eux, c'est surtout à cause des films qui sont faits aujourd'hui. Autant à l'époque où il y avait de vraies stars, c'est parce qu'on montrait des films où il y avait de vrais personnages qui étaient forts, il y avait de vraies héroïnes, de vrais héros. Aujourd'hui, on a des anti-héros, anti-héroïnes, on a des gens du quotidien, etc., dans des histoires au quotidien. Oui, je vois, Brad Pitt, comment est-ce qu'on peut être Alain star Delon comme ça? français Mais sublime. oui, si on défend des rôles totalement médiocres, on ne peut pas être une star. Il faut que les rôles nous portent aussi. C'est-à-dire, ils font plus rêver, c'est ça? Ah non, les films ne font plus rêver. Donc les comédiens qui jouent dedans ne font plus rêver non plus. Jean-Pierre, justement, je ne sais pas si vous aviez été au courant de ce film, donc Sacré-Cœur. Ça vous choque qu'il y ait des films qui défendent aujourd'hui les valeurs et les racines chrétiennes françaises, par exemple? Bah, ce film, vous n'avez peut-être pas suivi, Sacré-Cœur. Je vois que Jean-Pierre a l'air stoïque. Non, mais c'est vrai qu'on n'a plus tellement de films. Alors aidez-moi, s'il vous plaît. Non, vous voyez pas de quel film je parle? Tu veux dire que le film avec Fernandel, quand il joue un curé... Bah, je sais pas, mais au hasard, est-ce que... Bah, c'est un bon exemple. Non, mais tiens. Sacré-Cœur, c'est un film qui est sorti j'ai il n'y a pas pas vu longtemps, Sacré-Cœur. qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a été totalement boycotté justement par les médias, par les salles, et même il y a le maire de Marseille Ouais. qui Ah, avait oui, voulu oui. l'interdire parce qu'en fait, ça véhiculait les racines Stéréotypes. chrétiennes et donc Ça allait à l'encontre c'était de la pas laïcité. Est-ce que le cinéma, politiquement il écoute correct. encore les Français? Voilà, je pose la question différemment, un peu plus sur un plan politique. Est-ce que d'après vous, voilà, le cinéma est plus en empathie avec ce que les Français veulent voir, ou pas? les entrées prouvent le contraire. On n'a jamais eu aussi peu d'entrées que cette année, jamais.
Et quand ça rentre, c'est parce que c'est des films ricains qui font monter la hausse. Et alors, et comme toujours... Il y a une autocensure, quoi, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que le problème dans ces histoires, c'est que tu as toujours l'exemple qui confirme la règle, c'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui marche. Sur 10 films, 20 films, c'est comme à la loterie. Il y a toujours un gagnant, mais c'est pas toi. Voilà. Voilà. Il y a toujours un gagnant. Mais il y a 10, 20, 30, 40 films, puis tout d'un coup, il y a un film... alors je prends par exemple Rasta Truc, Neuilly ma mère, tu vois. T'as toujours un film, tu sais pas pourquoi. Ouais, il est tout d'un coup, tac, 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 fait 2-3 millions. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer le système, donc conditionner les aides publiques aux entrées en salle, ce serait peut-être pas mal, quoi. Non, mais il faudrait supprimer les aides publiques. L'idéologie, déjà... Les aides publiques... Les premiers à bénéficier des aides publiques, en un, on donne le SMIC à tous les paysans en France. Et en fin d'année, on fait le bilan de leur ferme. S'ils ont gagné trop, ils remboursent. Et s'ils n'ont pas gagné, ils gardent. Ils ne devraient pas quémander de l'argent, déjà. Ça, c'est la première chose. Des mecs qui se lèvent à 6 h du matin qui ne pourraient pas bon. Ça, l'argent public, c'est pas fait pour nous. Alors c'est intéressant parce que vous êtes tous au courant qu'il y a en ce moment une commission d'enquête qui fait beaucoup parler à l'Assemblée nationale sur le fonctionnement, justement, le financement et la neutralité du service public. Est-ce que, par exemple, ce service public audiovisuel, vous parliez tout à l'heure des FR3, est-ce que vous êtes content de financer via vos impôts de manière indirecte ce service public-là, autant de chaînes publiques, un biais idéologique dans tous ces journaux? Je ne vais pas rentrer dans ce débat puisque c'est des lois, ils sont protégés par des lois, par des institutions. Simplement, vous êtes représentés, vous trouvez Nous, les acteurs, on n'est pas représentés chez eux. Non, mais vos convictions, vos idées politiques, ou quelles qu'elles soient, vous avez l'impression que le service public est neutre? Je dois ma carrière à TF1, à France 3 et au service public. J'ai commencé à faire du noir et blanc avec le RTF, quand même. Donc, je vais avoir la reconnaissance du ventre. Ouais, laisse-lui un peu après l'émission, qu'il puisse encore travailler. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que les subventions qu'on donne, t'as le droit... Pour Patrick Sébastien, qui soit plus sur le service public, voilà, on va les jouer différemment. Et ça, c'est des guerres internes, ça. On croyait que c'est uniquement des guerres internes? Oui, bien sûr. Il n'y a pas une arrière-pensée idéologique derrière ça? Non, parce qu'à un moment donné, ils ont dit, on va rajeunir les chaînes. Michel Drucker, il y est toujours. Il a pourtant été vendu avec la télé, hein. Moi, il était déjà chez Darty quand j'ai acheté. Oui, ils l'ont acheté avec les murs. Voilà. Non mais, Drucker, c'est à part. Non mais entre nous, bon, je sais que Michel Drucker, c'est intouchable, mais... Bon. On est comme ça. Bon, il y a toujours le vieux du vieux. Ils ont voulu rajeunir la chaîne, elle a voulu prendre les rênes de son truc. Ils ont développé la fiction, qui a très bien marché pendant un moment, d'ailleurs. Ils ont fait des très bons téléfilms. La 3... ça ressemble au privé. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est Meurtre et les grandes fictions de prestige de France Télévisions. J'ai plus l'impression qu'il y en a beaucoup, non? Enfin, je me trompe ou pas, là? À la José Dayan. Oui, à la José Dayan avec Depardieu. C'était sur TF1, ça, en plus. Quand Monte Cristo, d'accord, mais oui, mais ça... C'est ça, non? Non, ça, c'est les programmateurs qui sont responsables. Il a fait toutes les chaînes. José C'est les Dayan, programmateurs, hein? C'est Captain Marlowe, hein, José Dayan. Ah, c'est Captain Marlowe, excuse-moi. En ce moment, c'est ça. Et c'est ça, vous êtes fier de Captain Marlowe? Oui, vous trouvez que c'est... Pas trop, moi, personnellement. Hein? Je suis pas trop fan de Capitaine Marlowe. Voilà. Non, mais je sais pas, je connais pas, je lis pas. Vous regardez Captain Marlowe? Non, moi, depuis qu'elle s'est mise ensanglanté sur la scène des Césars, là... Oui, à poil, là, comment elle s'appelle, cette comédienne qui a... Maziro. Corinne Maziro, qui a elle aussi vilipendé le RN de manière hystérique, enfin... Non, franchement, vous m'avez pas dit ce que vous regardiez. Vous regardiez ces news ou pas? J'ai pas entendu tout à l'heure votre réponse. Alors, vous savez qu'il y a un appareil... Pas lâché. Hein. Il y a un appareil qui est extraordinaire qui s'appelle la télécommande. Ouais, et Et alors, je vais vous dire, vous avez la chaîne 13, 14, 15... Ça vous plaît pas? Vous avez France Info, CNews... BFM. Et BFM... TV Liberté. Ça, sur Internet. Non, pas sûr. Non, on aimerait Et d'ailleurs. alors, je regarde les unes... Je regarde les unes de la 2, de la 1, de la 2 et de la 3, quand ils ouvrent le journal, et puis, à partir de là, comme on nous bassine à peu près tous les jours sur les mêmes sujets, de la même façon, avec les mêmes images, Netflix. D'accord. Oui, mais 4 milliards, service public. Oui, alors c'est ça... vos impôts.
Et ça, vous pouvez pas faire zapping avec la télécommande. Moi, j'ai dit ça à mon contrôleur fiscal récemment, il n'a pas compris. Il n'a pas aimé ma blague. Hein. Je pense que, comme on veut tous là, que ça lave plus propre que propre, un de ces 4 matins, ça va vraiment laver plus propre que propre. Ça va faire comme l'affaire Epstein, ce truc là. Ça va gicler de partout les abus. Parce qu'on les connaît. Le problème, c'est que dans toutes ces discussions qu'on a, quand on est dans le métier comme nous d'un certain moment, toutes ces histoires, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on les connaît. On a tous été invités à ces repas, à ces soirées, à ces trucs sponsorisés, où tu dis, c'est quoi tout ce fric, c'est quoi tout ce... On refait les bureaux, on refait les peintures, on change de directeur, une fois on fait un space case, après c'est un truc fermé, Non mais c'est pas toujours public, là c'est public. Oui, non, là, il est là, Jean-Pierre. C'était quand Delphine Ernotte dépense 110 000 balles au Festival de Cannes, au Majestic, tous les jours. Voilà. À la suite, à côté de celle de... Et qu'elle est poursuivie pour abus... Il y a une enquête pour abus de biens sociaux. Bien sûr. C'est là où le Il y a problème... de performance à 80 millions d'euros de Il déficit. faut faire attention, par exemple, on a reproché à Chirac la cave à vin de l'hôtel de ville. En disant que c'était un scandale, des bouteilles de vin à tel prix. Sauf La cave à Corona. Comment ? À Corona. Sauf qu'il y a une chose que tous ces gens incultes ne savent pas, c'est qu'un mec qui choisit les vins, il les achète pas 3 000 € la bouteille. Il les achète sur pied. Et à l'époque, ils valent 50 € ou 100 €. Il faut le faire vieillir. Et on attend. Et après, quelques années plus tard, ils valent beaucoup d'argent. Ils n'ont jamais acheté ces vins-là 1 000 € la bouteille. D'autant que depuis quelque temps, on ne fait plus les vins de garde non plus. Au bout de 3-4 ans, il vaut mieux les boire, parce qu'après, ils vieillissent pas bien. Mais à l'époque, on savait faire vieillir les vins. Spécialiste œnologique. Hein. Mais ça, c'est un scandale, les bouteilles qu'il y avait. Donc, ils ont dilapidé, encore une fois, du capital. Chirac a eu des scandales beaucoup plus importants. Hein. C'est sûr. Oui, c'est pour ça que ça me fait rire le vin. Parce que le vin, il n'a rien coûté. C'est pour ça que ça me fait rire. 500 000 Mais là, balles, c'est vrai que sur la commission la première d'enquête, dame. Il y a des scandales beaucoup plus graves, c'est-à-dire qu'il y a des responsables qui ont alloué des sommes considérables, par exemple, à des boîtes de prod, pour ensuite se faire virer, prendre des indemnités et se faire engager par ces boîtes de prod où ils ont mis le pognon. Et donc, on voit bien qu'il y a tout un petit système, et c'est ça qui dérange. Et c'est pas des bouteilles de vin qui prennent de la valeur. Quand c'est des suites à Cannes, on les connaît, les suites à Cannes, et les prix des suites à Cannes. Donc voilà, c'est ça qui choque. Et c'est vrai qu'en plus, il y a en plus de tout ça la couche idéologique qui vire les hommes de plus de 50 ans d'une certaine façon pour faire des programmes très idéologisés woke pour même que des gamins peuvent avoir. Bref, c'est tout qui va pas en fait. Et ils sont arrivés trop loin. Et il l'a dit, Jean-Pierre d'ailleurs, il a dit maintenant avec le streaming et Netflix qui arrive, la télé aussi, elle est en perte de vitesse, ça faut le dire. Mais en tout cas, on verra, mais cette commission d'enquête, en tout cas, ce qui est fou, c'est que tout le monde la brocarde, elle passionne les Français. Hein. Parce que moi, je découvre votre chaîne, quand je vois le nombre de personnes qui vous suivent... 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés, il y a des chaînes... On peut applaudir, on peut vous applaudir d'ailleurs. Merci, ça veut dire que les gens en ont marre. Ils en ont marre parce qu'il y a des chaînes qui ne font même pas 800 000 spectateurs, il y a plein de chaînes qui font 500 000, 400 000 spectateurs, chaînes TV, quoi. Donc, ça veut donc dire que, globalement, entre le cinéma, la télé, et peut-être même le théâtre d'ailleurs, on ne propose plus... On ne propose plus de nous, gens du spectacle ou gens ce que l'attente du public. Il y a un schisme entre eux et nous. Alors, est-ce qu'il est dû aux décideurs un peu? Est-ce qu'il est dû aux artistes? Sûrement aussi. On a tous une part de responsabilité. Et tous ces comédiens, j'entendais tout à l'heure, on en parlait rapidement, mais qui vont à Los Angeles, comme ça, les comédiens français qui donnent les leçons en allant là-bas, ça vous choque ou pas? Non, attendez, il y a quand même pas mal, hein, Cotillard. Cotillard, il n'a pas vu. Cotillard, c'est un truc à part parce que regardez Piaf. Elle a eu quand même. Attendez, je sais, elle a eu l'Oscar. Regardez Piaf sans la musique, sans la voix de Piaf. Regardez le film sans la voix de Piaf. Après, on parle. C'est comme l'autre, il a le meilleur acteur dans un rôle de. Jean Dujardin. Mais regarde le film, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est un petit chef-d'œuvre. Bon. Il y a très peu d'acteurs
très peu d'acteurs français qui font carrière aux États-Unis. D'ailleurs, Jean Dujardin est revenu, c'est ça. Ben oui, il parle anglais comme un cochon. Mais Marion Cotillard. Depardieu, pareil. C'est star aux États-Unis aussi. Star aux États-Unis. Ah oui. Bon, donc là, Marion Cotillard. Ouais. Bah oui, donc Marion Cotillard, ça justifie le fait que. Marion Cotillard, elle donne pas de leçons. C'est vrai qu'il faut lui reconnaître ça en plus. Bien sûr. C'est plutôt. Et puis, je dis, il y a toujours un gagnant à la loterie. Le reste des acteurs français, Omar Sy dont vous parlez, il est vedette à Netflix. Il n'est pas vedette à Hollywood. Je ne l'ai pas encore vu. Dans les films à Hollywood, on lui met un faux œil, il a 3 phrases. Bonjour, au revoir. Remettre les choses en place. Alors, faire Arsène C'est Lupin. intéressant parce que là, pour le coup, c'est pas de Marcy. Enfin, je veux pas défendre Marcy, mais vous considérez qu'il y a entre Netflix et le système. Aujourd'hui, le public, il est sur Netflix. Donc, Oui, enfin, il est sur certains produits de Netflix. Casa de Papel, qui a fait un succès mondial, c'est une série télé espagnole qui était sortie 7 ou 8 ans avant, qui a été rachetée une bouchée de pain, où ils sont devenus des stars mondiales. Bon. Mais vous faites un Casa de Papel, tout ce qui suit derrière ne fait pas je suis pas en Argentine, donc je parle espagnol. Et vous avez des séries sur Netflix anglaises, où vous avez des séries anglaises qui sont absolument extraordinaires d'interprétation, de décors, de costumes, de casting. Donc, parce que eux, ils vendent encore du rêve. Jean-Pierre, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Déjà. Finalement, qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité pour réconcilier le public et le cinéma français, d'après vous? Vaste programme. Ouais. Vous êtes ministre de la Culture. Jean-Pierre Castaldi, première mesure. Privatisation du service public. Déjà. Déjà, ne Mais pas le connaître ministère de la Epstein, Culture. un ministre de la Culture. Donc... Eh bien, je ferai. La première chose que je ferai, c'est que je repasserai par l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'à partir de la maternelle, comme dans les pays anglo-saxons, en Amérique, une section de culture générale et une culture artistique, c'est-à-dire qu'on leur apprendrait le dessin, le chant, la danse, la musique. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont dans toutes les facultés, dans toutes les universités, ils ont une école de théâtre, de cinéma, etc. Et dans beaucoup de pays nordiques, la Hollande, la Danemark, la Suède, ils ont des... Parce que il y a une loi qui fait qu'un enfant, à 6-7 ans, tout ce qui va être est déjà déterminé. Tout est joué à 7-8 ans. Déjà. Une grande partie de ce qui va être est déjà joué. Déjà. Après l'adolescence, c'est une autre discussion. Et vous pensez qu'on n'éduque pas assez Ben non, parce que l'autorité, c'est pas à 14 ans. L'autorité, c'est à 2, 3, 4 ans. Si tu dis pas... Non, mais en plus, pour essayer de faire le lien, c'est par rapport à l'artistique que je disais ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'éducation, justement, à notre patrimoine. Ne mettez pas les doigts dans la prise. Ouais. Tu dis une fois, 2 fois, 3 fois, une fois tu lui laisses mettre, comme ça il comprend. Et quel message vous auriez là à passer, si vous pouviez, aux professionnels du cinéma, vous leur diriez quoi Rien. Rien, ouais. Pour partir en tournée au théâtre. Voilà. Bon, il y a vraiment, vous allez voir dans le Fédo, vous allez rire. Non, parce que je suis pas là pour ça. On constate. Si tout ça était si simple, il y a longtemps que ça aurait été réformé. Parce qu'on entend des gens, ils ont toujours la solution. Mais en même temps, c'est marrant parce que tout à l'heure, vous parliez d'âge, mais en même temps, le cinéma, il est censé représenter la vie, les gens comme ils sont. Et il n'y a pas que des rôles de jeunes, il n'y a pas que des jeunes dans la vie. Non, c'est pas vrai. Gladiator, ça n'a rien à voir avec notre société. Et ils ont été des millions à aller le voir. La guerre de Troie, elle a eu lieu à GV, ils ont été le voir. Donc vous avez peut-être encore plein de rôles à Avec qui incarner. t'aimerais tourner, justement, si jamais t'avais un réalisateur français, avec qui t'aimerais tourner, ça serait qui? Alors, je vais te répondre. J'en ai 2, 3, 4 qui m'ont proposé des rôles. Je leur ai dit gentiment, vous ne montrez pas le film avec moi. Et si vous y arrivez, on vous demandera de me remplacer. Et prendre un autre acteur. Donc, même cette illusion-là, je ne l'ai plus. Du jeune qui va me filer un rôle. Parce qu'il ne montrera pas son film avec moi. Je le sais. Et les derniers qui m'ont donné des rôles, c'est les Américains, parce qu'eux, ils marchent pas comme nous. Parce que quand je fais des films américains, que je joue d'Artagnan, de Mousquetier, etc., je n'en ai rien à foutre, moi, chez Diamant, de ce que disent les Français. Mais moi, ce rêve-là, je ne l'ai plus.
Par contre, j'ai le rêve que quand je viens jouer au théâtre, j'en ai 800 qui me regardent, ou 500 ou 300. Ça, c'est peut-être le plus important. Bon, on arrive bientôt au terme de cette émission. Laurent, qui est resté très spectateur de ce que disait Jean-Pierre. Ouais. Oui, c'est quoi la question? Bah, c'est ça, qu'est-ce que tu penses déjà de la position de Jean-Pierre? Ah ben super. Tu partages son point de vue? Bah oui, absolument, tout à fait, bien entendu. Je pense qu'il faut Toi, tu as la chance de redonner. pouvoir choisir les comédiens. On vient pas te chercher. Toi, Oui, parce que moi, je ne demande rien. Si tu avais un jour un rôle avec personne, Jean-Pierre, je serais ravi. tu pourrais. Complètement, ouais, bien sûr, tout à fait. Parce que moi, je me suis libéré de tout ça, donc je peux choisir qui je veux, je peux tourner ce que je veux, comme je veux et comme je l'entends. Je suis totalement libre et j'emmerde le système. C'est ça aussi le truc. Donc après, forcément. Ça fait pas mal. En tout cas, c'est vrai. C'est bien comme Le message est passé. Hein. La liberté, c'est ce qu'il y a de plus important. Charbel, toi aussi. Moi, franchement, parce que depuis tout à l'heure, j'écoute. Je sais pas si tu as remarqué, j'étais un petit peu effacé. Mais moi, il y a un truc qui me dérange, en tant que citoyen lambda. Hein. Il y a beaucoup d'idéologie, en fait. C'était le grand absent là, des discussions. C'est l'idéologie. Moi, aujourd'hui, je suis désolé, j'ai aucune envie d'allumer ma télé et de mettre France 2 ou France Info, je sais pas quoi. Vous savez pourquoi ? C'est pas humainement vis-à-vis d'eux ou je sais pas quoi, c'est parce que je sais qu'on va me laver le cerveau et on va me raconter des conneries farfelues auxquelles je ne crois pas une seule seconde. Donc j'ai même pas envie, si vous voulez. Alors je comprends, monsieur Castaldi, que vous pouvez pas avoir ce discours-là, mais c'est pour ça que moi je l'ai pour vous. Non, attends, j'ai une zapette, j'écoute les titres et après je passe à Netflix. Vous savez, dans mon bureau, j'ai installé une grosse télé dans mon bureau, justement, parce qu'il faut toujours savoir ce que, entre guillemets, hein, l'ennemi fait. Donc je passe de temps en temps en sourdine, je la laisse tourner, je jongle entre BFM TV, CNews et LCI, pour savoir ce qu'ils disent. Mais en aucun cas, je vais aller me cultiver sur France Télévisions, quoi, mais pitié. Mais c'est vrai. Je préfère Allez, 1000 fois un le mot de la Gladiator et les que ce dessins. que propose Madame machin. Hein. Didier, toi tu connais très bien Jean-Pierre, Oui, tu peux mais, regarder ses photos, ses dessins avant la fin. Disons que je le connais encore mieux et j'ai vraiment envie de le voir au cinéma Bah ouais, moi je pense que... dans un film de Laurent. Eh ben, écoutez, voilà. Le message est passé, mais il va vous dire gratuitement. Attends, bien sûr. on va faire 3 entrées. Hein, je jure. Non, alors détrompez-vous, parce que Laurent, justement, c'est bien pour ça qu'il emmerde tout le monde, c'est que maintenant il pèse, puisque j'ai la prétention de pouvoir, en plus, et l'honneur de pouvoir être un petit peu producteur de quelque chose quelques petites productions qu'on fait ensemble, il fait des plus d'1 million à chaque fois sur les réseaux sociaux, chacun de ses sketchs. Est-ce qu'il y a un film qui fait 1 million encore? Le mec, ça rapporte combien? Ah, ça c'est... regardez-le, s'il vous plaît. Et ça regardez son écharpe, là. Vous voyez? Ah ouais, c'est la pas qualité, bien, ça. Voilà, bien sûr. Alors, à moins qu'il ait un compte, peut-être son cœur en Chine, hein. Oh ouais, au moins. Oh là là, mon cher Laurent. Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Béatrice, aussi, tu voulais dire un dernier mot, peut-être Non, moi je suis devenue comédienne parce que je voyais des gens comme Jean-Pierre et des stars qui me faisaient rêver. C'était une liberté. Aujourd'hui, j'en ai été rendue à devoir choisir entre ma liberté de penser et mon métier, malheureusement. Et j'ai choisi ma liberté. Eh bien, ça n'a pas de prix, hein, la liberté. C'est vrai que c'est... Même moi aussi, je pourrais partager tout ce que vous avez dit, parce que la liberté, ça n'a pas de prix, finalement. On fait peut-être un peu moins d'argent, mais au final, voilà, on est ravis. Alors, on a applaudi bien fort encore Ignace, qui tout au long de l'émission nous a gratifié de dessin. Et alors, le dernier cadeau, voilà, c'est alors d'abord le portrait de Jean-Pierre. Je ne sais pas si vous le voyez. Allez, on va le montrer à la caméra. Bien, voilà, Jean-Pierre à côté. Vous pouvez le voir comme ça. Et ça, c'est la version caricature. Voilà, donc vous pouvez à côté. Oh là là, on va le remettre en illustration. On va remettre bien sûr en illustration si vous voulez. D'ailleurs, dessignas.com, on va le mettre pour aller commander un dessin auprès de justement d'Ignace. Si vous voulez le livre Didier Audebert aussi, on va le mettre en illustration. Béatrice, on l'a rappelé, ta chaîne YouTube. Laurent, bien sûr, ce film long métrage qui sera donc distribué, ce sera quoi sur Internet Sur Internet principalement. Voilà, et quelques salles courageuses encore, parce qu'il y en a encore quelques-unes quand même malgré tout. Absolument, il y a des salles encore indépendantes qui montrent des films faits en toute liberté. Ces gens-là, d'ailleurs, faut les applaudir bien fort. Et alors, Jean-Pierre, on rappelle donc, sur scène, en tournée. Oui, dans toute la France avec Monsieur Chasse de Georges Feydeau. Eh bien, écoutez, en tout cas, on était ravis. J'espère que vous n'aurez pas grillé trop de cartouches de rôle avec nous, en étant... Ah non, j'ai fait attention à ce que j'ai dit. Hein. Voilà, mais oui, finalement. À 2-3 moments, je me suis retenu. Hein. Allez, on se retrouve et on applaudit bien fort toute l'équipe qui était autour
Ce soir, il y avait évidemment, comme d'habitude, à la réalisation, Raphaël. On applaudit bien pour Raphaël. Au cadre, c'est-à-dire derrière les caméras, il y avait Charles devant moi, Victor et Riwal, que je devine à gauche. Au son, il y avait Édouard et Pierre. À la production, Arnaud et Martial. Sans oublier, bien sûr, à la direction générale, Élise. Très bonne fin de soirée. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Liberté. Bravo, Kiki.